tout simplement. Donc c'est essentiel. Et tous les week-ends, je passe ma vie à rencontrer des gens qui veulent être agents. Alors bravo, foncez si vous pensez, mais il faut que vous ayez pas uniquement la passion du foot. Parce que si vous êtes juste passionné de football, venez, on va regarder un match au stade et on va passer un bon moment. Mais être agent, c'est l'avoir en soi. C'est avoir des capacités, des connaissances juridiques, avoir un relationnel, connaître le football, parce que lorsque vous parlez avec un directeur sportif ou un recruteur, si vous ne connaissez pas un relayeur ou un excentré, vous ne connaissez pas ses caractéristiques, ça va être très compliqué. Et deuxièmement, il faut vraiment l'avoir en soi. Si vous parlez plusieurs langues, bah ça c'est l'idéal, parce que je pense que Jean-Baptiste en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est un milieu où on est amené à travailler avec l'étranger. Donc voilà, s'il y a dans la salle des personnes qui veulent faire agent, moi je vous invite à vous renseigner et à le faire si vous le sentez vraiment, mais il faut vraiment que vous l'ayez en vous, quoi. C'est pas juste être passionné de football. On va peut-être regarder, on a déjà quelques questions sur le fil Twitter. Donc on entend régulièrement que les joueurs sont placés par leurs agents. Qu'en pensez-vous? C'est drôle parce que j'ai souvent des joueurs qui me contactent sur les réseaux sociaux. En gros, pour moi, un agent, c'est juste, entre guillemets, un guide, une personne qui va vous accompagner et vous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir intégrer un club. Mais c'est le joueur qui parle, c'est le talent du joueur qui parle. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis magicien et que je vais pouvoir mettre tel ou tel joueur là-bas. Si le joueur a les qualités et le démontre sur le terrain, je vais le mettre dans les meilleures conditions psychologiques et sportives pour qu'il puisse aller quelque part. Mais c'est le joueur sur le terrain qui fait les choses. Parce que si le joueur, sportivement, il fait n'importe quoi, son comportement il est mauvais, bah, ça peut être très compliqué, quoi. Donc voilà. Après, il y a des choses que l'agent ne pourra pas vous dire, mais qui peuvent être présentées. C'est-à-dire que ça dépend aussi de la valeur du joueur. Et dans certains cas, il y a tout un système particulier. Par exemple, en Italie, il est de notoriété publique qu'il y a des systèmes de rétrocommission. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un agent, vous savez qu'au moment du transfert, si vous donnez un pourcentage de ce transfert-là, et notamment de l'indemnité à la bonne personne, il y a quand même beaucoup plus de chances que vous placiez votre joueur. En Angleterre, là encore, il y a encore quelques mois de ça, quelques professionnels du football anglais ont été touchés. Il n'est pas rare de voir des agents travailler en étroite collaboration avec certains entraîneurs. Et jusqu'à très récemment en France, on pouvait trouver ce genre de choses. Je sais que toi, tu ne peux pas le dire, mais voilà. L'agent, il a une fonction d'intermédiation. C'est lui qui va créer les conditions finalement d'échange et de rencontre entre l'offre et la demande. Et donc parfois, il peut être aussi partie liée. Après, pour répondre à Jean-Baptiste, c'est un milieu particulier parfois, mais encore une fois, sur la question en elle-même, l'agent a un pouvoir, mais malgré tout, c'est le joueur qui fait les choses. Parce que si le joueur n'est pas performant sur le terrain, moi c'est malheureux quand justement j'ai beaucoup de joueurs qui me contactent et qui veulent que je les place quelque part. Malheureusement, ils jouent à un niveau où c'est très compliqué de se faire voir. En parlant de ça, justement, N'Golo Kanté est une exception. Bon, il y en a certains encore, mais c'est exceptionnel ce qu'il a fait, mais pas tout le monde n'a les caractéristiques, les qualités et les compétences de N'Golo Kanté. Ce qui fait que malheureusement, c'est magnifique son histoire, mais beaucoup trop de personnes essayent malgré tout, je pense, de se rattacher à cela, alors que malheureusement, ils n'ont pas les compétences sportives. Et ça, moi, mon rôle à moi aussi, c'est d'avoir de la pédagogie et de leur faire comprendre que si aujourd'hui tu as 25 ans et que tu joues en PH, ça peut être très compliqué, enfin en R1 aujourd'hui. C'est pas impossible, mais N'Golo Kanté, vraiment, c'est une exception. Il y en a quelques-uns comme lui, mais c'est rare. Ça peut arriver, mais je pense qu'il faut vraiment se connaître soi-même et se dire à un moment ou à un autre, basta. Parce que sinon, ça peut être un drame humain, tout simplement. On a vu aussi passer quelques questions. Je pense qu'il serait plus approprié pour vous, Monsieur Guégan. Pourquoi les prix des joueurs et des transferts augmentent autant? Il y a 2-3 personnes qui ont posé cette question. Alors, l'inflation du prix des transferts, elle est liée aussi finalement à l'attractivité du produit football. C'est-à-dire que derrière, le joueur va être l'acteur du jeu. Et finalement, c'est un cercle qui se nourrit. Le produit football aujourd'hui, c'est le seul sport qui soit complètement mondialisé. C'est le seul sport que vous trouvez sur la totalité des continents.
C'est un sport aujourd'hui qui va être le seul à rassembler la totalité d'une famille devant son écran, qui va pousser par exemple votre petit dernier à demander un maillot de Griezmann, qui va vous obliger à emmener votre fille au PSG voir Kylian Mbappé ou l'équipe féminine. Aujourd'hui, vous avez un marché qui croît depuis la fin de l'arrêt Bosman. Enfin, depuis l'arrêt Bosman, vous avez aussi un marché qui s'est dérégulé et vous avez un marché qui, depuis quelques années, s'est financiarisé. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le foot. Forcément, ça se voit. Et cette financiarisation, elle s'accompagne d'une concentration dans certains clubs. Les marques, les clubs deviennent des marques. Ces marques se globalisent. Prenez par exemple le PSG aujourd'hui, le 3e territoire dans mon souvenir en termes d'internationalisation de la marque, ça va être l'Asie et c'est surtout l'Indonésie. Pourquoi les clubs font des tournées à l'étranger? C'est pour ça. Et derrière, vous allez donc avoir besoin de joueurs qui vont être finalement des hommes sandwich, en plus d'être des footballeurs. Et un Kylian Mbappé aujourd'hui a une vraie valeur marchande, par exemple. Et tout ça, ça se reflète dans le calcul du prix des transferts et dans l'évolution du prix des transferts. Maintenant, on considère la dimension marketing, la dimension sponsoring. Et ça change vraiment. Il y a quelqu'un qui demandait aussi, pouvez-vous nous expliquer la venue de Kylian Mbappé au PSG? Vous l'expliquez, c'est simple, vous êtes sur un des meilleurs joueurs de sa génération, quelqu'un qui était potentiellement un grand joueur. Le PSG décide de faire coup double avec un international français, en tout cas avec un joueur qui avait le potentiel pour le devenir. Après, honnêtement, quand le PSG le recrute, le PSG ne peut pas savoir et ne se doute pas qu'il va avoir cette trajectoire-là. Même à Monaco. Hein. Après, il y a une demande qui est faite, il y a négociation, ça a duré, ça a été compliqué, il y a eu pas mal d'intermédiaires, a priori, hein, donc il y a pas mal d'histoires qui se racontent sur le sujet, il y a pas mal de versions aussi, et quand le joueur arrive, il décide que le PSG va être un tremplin vers une carrière internationale plus longue, et donc c'est l'étape d'après. Vous êtes dans un club qui vous a offert la Ligue des Champions, vous ne pouvez pas redescendre, partir à l'étranger pour lui était trop risqué, il voulait rester en France, il n'y a pas 25 milliards de clubs au-dessus de Monaco, capable en plus de payer un transfert. Il reste avec le PSG. Donc, il y avait quelques questions aussi plus sur le métier d'agent. J'ai vu passer ici, donc, par qui et comment vous êtes rémunéré en tant qu'agent de football? Un agent de joueur travaille avec un joueur, donc généralement, et c'est logique, c'est le joueur qui rémunère l'agent. Après, vous pouvez également avoir un mandat club. Vous avez donc soit un mandat joueur, vous travaillez pour un joueur, soit par exemple vous avez un club qui souhaite, je sais pas, vendre tel ou tel joueur, et le club sait que vous avez, je sais pas, un contact avec ce club-là particulier. Vous pouvez très bien aussi également avoir un mandat club. Et là, dans ces cas-là, c'est différent. Voilà. Il y a un pourcentage sur les contrats? Alors nous, on est plafonné à 10% du salaire du joueur. Voilà. Comme les agents de cinéma. D'accord, je ne savais pas. Vous regardez pas la série 10%? Non. Bellers, ouais, mais pas 10%. Il y a quelqu'un qui demandait aussi comment lutter contre les faux agents. Donc on en parlait tout à l'heure, les personnes qui n'ont pas la licence, qui ne sont pas agréées. Déjà, c'est une pédagogie au niveau des parents. Moi, des fois, je vois des parents qui signent avec des agents, je me pose des questions, je me dis, mais comment c'est possible? Je vous assure, je vois des trucs, je me dis, mais c'est impossible. J'ai eu un cas, et en plus, bon, je ne vais pas citer le nom, mais qui vient du Nord. Ils ont entendu parler de moi, donc ils m'ont contacté. Et en fait, l'enfant, c'est un 2004. Donc il est mineur. Il y a un agent qui l'a contacté. Cet agent-là lui a demandé de signer un document pour quand il aura 18 ans, ce joueur appartienne donc à l'agent. En gros, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'engagement. Le jour où le petit aura 18 ans, en gros, il s'engage à lui payer une commission, plus les droits à l'image et tout ce qui va avec. Mais c'est ultra. Il faut être maboule pour faire un truc comme ça. Déjà, le mineur, il est mineur, donc il n'a pas la capacité juridique. Donc ça veut dire que c'est interdit. Mais je me demande comment les parents ont pu se dire, bon, je la tente. C'est ça qui est malheureux, en fait. C'est pour ça que mon rôle à moi, et je le répète encore, c'est de professionnaliser mon corps de métier à mon échelle et que tous les agents, en tout cas, s'y mettent. Parce qu'il faut éviter des trucs comme ça. Vous vous rendez compte, le gamin, c'est un 2004. Il s'est déjà engagé sur une possible réussite de sa part avec un mec qui n'a même pas la licence en plus. Donc ouais, c'est assez compliqué et je me bats contre ça parce que je trouve que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Il y a aussi, du coup, après ça, il y a aussi le problème des joueurs qui souhaitent
que malheureusement que leur représentant soit quelqu'un qui n'ait pas la licence et qui oblige les clubs à négocier avec eux. Ouais. C'est compliqué aussi. Ça, c'est compliqué. Après, c'est un cas qui arrive. Moi, personnellement, je choisis toujours les joueurs avec lesquels je travaille. Au final, les joueurs vous ressemblent. J'ai eu des cas où c'était un peu compliqué. Faire signer un joueur quelque part et ensuite, lorsqu'il arrive face au directeur sportif, alors que c'est à l'étranger, le joueur signale qu'il n'a pas d'agent. Bah, ça, c'est dans la personne, c'est dans l'éducation de la personne. Un agent travaille avec des gens qui lui ressemblent. Et des cas comme ceux-là, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. On va peut-être revenir, vous avez parlé de Kylian Mbappé, de Neymar, 500 millions Barcelone. On parle beaucoup en ce moment de fair play financier dans le milieu du football. Est-ce que vous pouvez donc peut-être nous donner une petite définition, nous expliquer Alors, le fair play financier, c'est un dispositif qui a été imaginé par l'UEFA sous Michel Platini, qui avait pour but d'endiguer finalement les déficits des clubs et les plafonner, en tout cas pour ceux qui prétendaient aux Coupes d'Europe, et qui a globalement fonctionné. L'idée, c'était de diminuer finalement le risque d'avoir des clubs qui s'effondrent et donc d'avoir une économie européenne du foot qui, à un moment donné, s'écroule sur elle-même. Ça a fonctionné, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un véritable assainissement des comptes. Après, le fair play financier, il prenait en compte certaines dimensions. Il ne prenait pas en compte, et il ne prend toujours pas en compte, l'endettement. C'est-à-dire que les clubs historiques, par exemple, ont pu profiter d'un avantage acquis, puisqu'ils avaient des endettements colossaux, je pense notamment à l'Allemagne, où ils bénéficiaient d'avantages politiques. Et c'est posé, par exemple, pour le fair play financier, la question des nouveaux entrants. Alors, le PSG n'était pas un nouveau club, mais son actionnaire a changé la dimension du PSG en injectant des fonds, on parle de 1,8 milliard d'euros investis. Derrière ça, vous avez un acteur qui veut jouer avec les mêmes règles, sauf que du coup, entre ses revenus et ce qu'il est capable de mettre sur la table, il y a un écart. Or, le contexte du fair play financier conditionne votre capacité à rentrer dans les clous avec les revenus que vous générez. Or, on sait aujourd'hui qu'à peu près 60 à 65% des revenus du PSG sont complètement déconnectés de la réalité du marché. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des parties liées. Quand vous êtes financé par le Qatar Tourism Authority, vous êtes dans une situation où, fondamentalement, et on l'a vu avec les Football Leaks, c'est directement l'État qatari qui impose à QTA de vous financer. Et là, ça pose un problème. Et c'est là où, aujourd'hui, le fair play financier doit se réinventer, parce qu'il pose un autre problème, c'est que ce fair play financier limite la capacité d'investissement. Et là, on est contraire aux lois, finalement, européennes, et à la possibilité pour les uns et les autres d'investir comme bon leur semble. Donc ce fair play financier a des limites. Il a des limites, mais après c'est une question aussi d'entente. C'est-à-dire que ce qui va sûrement se produire, c'est que tout le monde va se mettre autour de la table et va trouver un terrain d'entente. Personne n'intéresse que le fair play financier disparaisse. Par contre, il doit être réaménagé, puisque vous ne pouvez pas empêcher un nouvel acteur d'investir. Par contre, il ne faut pas que ce nouvel acteur arrive avec d'autres finalités. Quand vous êtes, c'est par exemple ce qui insurgeait, ce qui énervait considérablement Jean-Michel Aulas, c'est quand vous avez un État derrière, il peut investir à fond perdu. Et quand vous avez un État pétrolier et gazier comme le Qatar, il n'y a pas de limite. Or, du coup, quand vous avez construit patiemment votre club, comme l'a fait Lyon, et que vous avez un modèle économique qui est viable, rentable, ce qui fait que chaque match au Groupama Stadium vous rapporte des revenus et vous permet d'acheter des joueurs pour être en performance sportivement, vous l'avez mauvaise, quoi. Et c'est pareil pour beaucoup de clubs historiques. Je pense au Bayern, par exemple. Il y avait une question aussi tout à l'heure que j'ai vu passer. Quelqu'un qui demandait que vous racontiez votre dernier transfert de A à Z. Alors ça va peut-être être un peu compliqué, mais... Non, je peux vous en parler. J'ai fait signer Naïs Diouara à la Real Sociedad. Il jouait à l'AS Saint-Etienne, en 99. Et voilà, il était à Saint-Etienne depuis petit. Ça se passait plus ou moins bien. C'était un profil justement petit. 1,72, 64 kilos, excentré. Donc il joue offensif à droite ou à gauche. Un peu 10. En France, on va dire qu'on n'a pas... c'est pas le profil qui... À part Valbuena qui a réussi, c'est tout. On va dire que c'était pas le championnat qui lui correspondait le plus. Et à partir d'un moment, on en a discuté avec le joueur, on s'est dit que ça pourrait être pas mal de s'orienter vers l'Espagne. Surtout que les perspectives d'évolution au sein du club étaient, on va dire, un peu floues. Et donc voilà, on a commencé à se pencher sur le sujet. Des clubs ont pu venir observer le joueur.
Et lorsque le projet était intéressant, on a attendu que le club dans lequel il avait été formé se positionne. Et une fois qu'on avait toutes les cartes en main, on a choisi le projet sportif le plus intéressant. Je vous parle de projet sportif parce qu'on avait des projets financiers beaucoup plus intéressants en Allemagne et en Angleterre, et on a privilégié l'Espagne. Parce que sportivement, ça rentrait totalement dans son style de jeu. Voilà. Pour rebondir là-dessus, il y avait une question sur le marché du football chinois. Donc on sait D'accord. que ça se développe de plus en plus. Quel est votre point de vue sur ce... Il y a des pays émergents comme ça dans le football qui essayent, en tout cas, voilà, comme l'a pu le dire Jean-Baptiste, mais là c'est aussi, il y a une part de géopolitique dans tout cela, une grosse part même. Il y a des joueurs comme des joueurs brésiliens qui vont là-bas très souvent. Il y a Lavezzi qui a signé là-bas. Il y a Lavezzi, il y avait Oscar, si je ne me trompe pas, qui a signé en Chine. Bon, c'est un pays qui est l'un des plus peuplés au monde, même le plus peuplé, il me semble, qui a envie que son football soit reconnu, que la marque chinoise soit reconnue. Et là, on rentre dans la géopolitique. Donc, vous donnez mon point de vue, je trouve que c'est bien aussi qu'il se développe, un peu comme essaie de le faire d'autres pays. Il y a eu l'Indian Super League pendant un moment qui a essayé de se développer. Bon, vous avez la MLS qui essaye de se développer et qui est en train de faire des choses très intéressantes. Donc ouais, ça fait partie du développement du football mondial, quoi. Après, je pense que quelque chose qui n'est pas à négliger, c'est que ces pays-là émergents, derrière, mettent le prix et sur la rémunération des joueurs sont bien au-delà de ce que les joueurs pourraient toucher. Alors, si on parle des émergents et qu'on se limite au cas chinois, il y a eu à un moment donné une situation particulière. C'est-à-dire quand vous voulez faire venir des grands joueurs, il n'y a pas 25 milliards de moyens. Soit sportivement vous êtes attractif, soit vous proposez des sommes colossales. C'est ce qui s'est passé avec Lavezzi. Alors pour le marché chinois, ça a fonctionné un temps, et puis on est arrivé à un certain stade. Aujourd'hui, avec la gouvernance de Xi Jinping, on est revenu en arrière. On a régulé, en tout cas limité considérablement les investissements chinois sur le marché des transferts. En 4 ans, la Chine est passée du 20e rang en termes de transferts au 4e. Les transferts avaient augmenté de 220% d'une saison à l'autre. C'est-à-dire que sur la saison 2017, vous étiez avec le marché chinois, notamment sur le mercato d'hiver. C'était l'investisseur, c'était le marché qui avait connu les investissements les plus conséquents. Aujourd'hui, la récréation est terminée. Le pouvoir chinois a remis la main sur la gestion de son football pour des raisons essentiellement politiques et de politique intérieure. Ils sont prêts à prendre un peu plus de temps pour développer les championnats et ils vont développer surtout une offre de football peut-être un petit peu plus soutenable et politiquement acceptable. L'intérêt pour le Parti communiste chinois, c'est d'avoir la main mise sur finalement le pouvoir et surtout de le conserver. Et quand vous investissez autant d'argent pour des footballeurs qui, comme l'avait dit, ont une fâcheuse tendance à aller boire des cocktails et à profiter gentiment de la vie, et surtout à le montrer, ça crée une colère. Cette colère, elle est difficilement, on peut difficilement la contenir. Et derrière, vous vous retrouvez face à une réaction politique potentielle. Le Parti communiste chinois a toujours le monopole du pouvoir et l'exerce. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai blocage, une vraie limitation aujourd'hui des transferts. Maintenant, ça ne les empêchera pas de postuler pour la Coupe du Monde 2030, vraisemblablement aussi pour 2034, avec un objectif qui correspond au fameux rêve chinois de Xi Jinping, qui consiste à faire de la Chine l'un des premiers bastions du foot mondial d'ici 2050, de participer à la Coupe du Monde et surtout de la gagner. Vous pensez que c'est possible ? Quand vous voyez ce qu'ils sont capables de faire dans notre domaine, la croissance économique chinoise, en 30 ans, c'est-à-dire depuis les réformes menées par Deng Xiaoping, en 30 ans, ils ont rattrapé le niveau de production, je pense notamment aux nouvelles technologies, avec énormément d'implications, de ce que sont capables de faire les Occidentaux. On peut imaginer que s'ils mettent les moyens dans le sport, c'est possible. Après, ils ont un problème de culture, ils ont un problème de compétences, ils ont un problème de formation, et ils ont un problème de modèle économique. C'est pour ça qu'ils ont énormément fait appel à des compétences étrangères. Vous avez énormément de recruteurs, de formateurs du Barça. Vous avez énormément d'académies étrangères. Je pense à Lyon notamment qui se sont ouvertes là-bas, parce que d'abord il y a un enjeu business, mais surtout parce qu'ils ont besoin de compétences pour former la sélection chinoise. Et il ne serait pas étonnant de voir à nouveau de grands techniciens
aller là-bas, former les joueurs, et puis après on verra ce qui se passe. Pour continuer un peu là-dessus, c'est vrai qu'on en parlait un peu tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que la création d'une Super League est possible aujourd'hui ? Alors, la question de la Super Ligue européenne, aujourd'hui, quand vous regardez la Ligue des Champions, c'est déjà une ligue fermée, quasiment fermée. C'est-à-dire que si vous regardez tous ceux qui sont présents en quart de finale, globalement, c'est toujours les mêmes, à quelques exceptions près, je pense notamment à Porto. Mais globalement, depuis la première réforme de la Ligue des Champions, donc après, en gros, Marseille les gagné, ça s'est considérablement fermé. Aujourd'hui, si vous regardez le top 8, c'est quasiment toujours le même, à une ou deux exceptions près. La question de la Super Ligue européenne, c'est une ligue qui serait déconnectée de l'UEFA, qui serait financièrement autonome et qui serait en gros une sorte de NBA à l'européenne version foot. C'est celle qui est agitée comme une sorte de chiffon rouge par l'ECA, qui est l'ancien G14, depuis des années. Bon, globalement, ça ne se fait pas pour l'instant. Il y a des projets, on l'a vu avec les Football Leagues. Maintenant, la principale limite de ça, c'est quoi ? C'est que tout club qui s'amuserait à faire ça, et la Bundesliga a communiqué, verrait le club exclu. C'est-à-dire que du jour au lendemain, votre Bayern sort des compétitions. Et puis, quel serait l'intérêt des footballeurs, justement, de sortir de ces compétitions pour faire juste un tournoi extérieur ? On voit les problèmes que ça pose au basket, entre l'Euroleague et son concurrent. La Super Ligue européenne, moi, pour l'instant, ça paraît difficilement faisable tant que la gouvernance de l'UEFA est efficace. Par contre, il y a un projet de la FIFA qui consiste à faire un championnat du monde des clubs, et là, c'est autre chose. Ça serait la logique du marché, c'est-à-dire une mondialisation terminée avec un championnat mondial des clubs qui ne soit pas une compétition sur quelques semaines. Maintenant, ça pose d'autres soucis, ça pose la question de la pérennité des championnats nationaux. Et là, c'est une vraie limite. Et ça, c'est de la politique. Une petite question un peu plus légère là, qui vient de passer. Pour vous, quel est le meilleur agent ? Alors, il y a l'exemple, c'était Raiola, Mendes. Après, est-ce que être agent, c'est forcément être l'agent qui fait le plus d'argent ou avoir le plus d'influence ? Tout dépend de chacun, de ce qu'il peut penser de la qualité ou pas de tel ou tel professionnel. Je considère parfois que des joueurs qui n'ont pas forcément de grands joueurs pour le moment peuvent être de très bons agents parce qu'ils ont la démarche pour. Après, bien sûr que Mendes et Raiola font partie des... ce sont les références aujourd'hui dans le milieu. Mais je vais considérer avoir beaucoup de respect aussi pour un agent qui n'a pas beaucoup de joueurs mais qui va très bien s'en occuper. Le but, de toute manière, c'est de conseiller au mieux les joueurs. À partir du moment où vous faites votre travail, il y a... Enfin, pour moi... on va dire que Raiola et Mendes sont dans une autre sphère, mais positivement ou négativement, j'ai pas forcément d'avis là-dessus pour être transparent. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est moi j'apprécie avoir des confrères qui ont la licence, parce que je peux voir qu'il y avait une autre question sur, encore une fois, sur les faux agents, des confrères qui ont des licences et qui font du bon boulot. Moi, dans ce métier qui est assez concurrentiel, je préfère avoir des confrères qui ont une licence, qui font du bon boulot. Qui ont des joueurs ou pas forcément beaucoup de joueurs, mais en tout cas qui le font de la bonne façon et qui respectent les codes, plutôt que d'en avoir d'autres qui n'ont pas la licence et qui font n'importe quoi.